Bonjour mes amis, alors je vais revenir une fois de plus sur le sujet de ICE, spécifiquement sur ce qui se passe au Minnesota, mais je ne vais pas reparler de ICE parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois récemment, donc je ne vais pas en reparler précisément. Mais là, je voudrais être un peu plus précis sur ce qui est en train de se passer réellement. Vous avez tous entendu parler de la mort d'un deuxième manifestant, entre guillemets, parce que je vais préciser la terminologie, je crois que c'est nécessaire. Et donc, vous avez entendu parler de cette mort, et aussi de ce que les médias français, puisque bon, c'est ceux sur lesquels je suis un petit peu plus versé, on dira, vous reportent, y compris les soi-disant experts, les gens avec qui ont des opinions. Tout le monde a des opinions sur tout, mais là, c'est le pompon, et je vais vous l'expliquer rapidement parce que je pense que ça vaut le coup de vous en parler concrètement. Alors, je reviens très rapidement sur les faits. Depuis quelques semaines, on a des manifestations assez violentes à Minneapolis, qui est la capitale, j'espère que je dis pas de bêtises, mais c'est, disons, la plus grande ville du Minnesota. Et je suis pas sûr que ce soit la capitale de l'État, mais bon, peu importe. J'ai une géographie un petit peu bancale en ce qui concerne les États-Unis, même si je connais assez bien le pays, mais je connais pas toutes les capitales, ni les fleuves, ni machin, voilà. Donc, disons que c'est la plus grande ville du Minnesota, et la police fédérale, donc qui s'appelle ICE, qui est spécialisée dans tout ce qui est application des lois sur l'immigration et les douanes, est déployée à Minneapolis pour arrêter des illégaux. Alors, principalement des gens qui ont commis des crimes, mais pas seulement. Aussi des gens qui ont violé la loi sur l'immigration et qui doivent être expulsés. Voilà, et non pas déportés. Je vous avais expliqué que déporté, c'est le terme en anglais, et que les journalistes paresseux le traduisent en déportation parce que ça fait référence aux comment ils disent, les années sombres de notre histoire, ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, peu importe. Donc tout ça, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est pas par hasard si j'utilise cette expression qui dans ma bouche est légèrement ironique, parce que en fait, on va toujours faire des références à la Deuxième Guerre mondiale, et c'est extrêmement énervant parce que ça n'a rien à voir, évidemment. Donc, ces manifestants sont de plus en plus violents parce qu'ils estiment que ICE, c'est une police comme une Gestapo américaine. Donc déjà encore réductio ad Hitlerum, c'est-à-dire toujours la référence à la Deuxième Guerre mondiale, que les illégaux sont des victimes innocentes et qu'il faut les laisser tranquilles. Encore une fois, référence à la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'ils sont pas du tout innocents. Et troisièmement, brutalité de la police. Bon, ça revient à dire que c'est une Gestapo, mais bon, la police, elle est brutale seulement avec les gens qui sont brutaux avec eux. C'est normal. Donc, et je pense que n'importe quel policier qui m'écoute ou que vous connaissez pourra vous dire la même chose. Quand on est très courtois avec un policier, il n'y a aucun problème, il vous arrive jamais rien. J'ai eu le malheur de pas respecter strictement un stop. Un flic m'a arrêté, il m'a filé une amende, ça s'est passé, ça a duré 5 minutes, et puis il n'y a pas eu de problème, ni rien du tout. Bon, voilà, et c'est dans 90 à 95% des cas ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr. Alors peut-être qu'en France, vous êtes plus habitué au délit de fuite. Bon, ça c'est un autre problème, mais on peut pas plaquer sur la France ce qui se passe aux États-Unis et vice versa. Donc voilà, ça c'est déjà de côté. L'ICE n'est pas une Gestapo américaine, c'est une police qui applique la loi. Les lois qui existent aujourd'hui existaient sous Biden et existaient sous Obama. Voilà, qui sont des exemples de démocrates, évidemment, aux yeux des Européens. Mais donc le problème, c'est que Trump ne fait qu'appliquer la loi. Voilà, moi, il l'applique plus strictement que les autres parce que je l'avais expliqué déjà, les républicains veulent
pour des raisons à la fois de sécurité et de légalité, expulser les illégaux. Et surtout les membres je l'ai dit déjà tout à l'heure, les membres de gangs ou les criminels ou les gens qui ont un casier judiciaire. Et il y en a énormément. Voilà. Est-ce que c'est différent de la France ? Eh bien, évidemment que non, puisque en France, vous avez aussi beaucoup d'OQTF qui sont pas exécutés. Vous avez beaucoup d'étrangers en situation irrégulière qui commettent des crimes. Encore une fois, nous, aux États-Unis, on a la chance, entre guillemets, d'avoir des statistiques qui sont beaucoup plus précises que les vôtres. Donc, on peut avoir une politique beaucoup plus affinée, beaucoup plus ciblée. Voilà, ce qui n'est pas le cas en France. Voilà. Alors, ceci étant dit, les manifestants ne sont pas des manifestants pacifiques. Il y en a, j'en avais parlé déjà. Ceux-là sont des manifestants violents. Ils utilisent tous les moyens possibles pour faire obstruction à l'application de la loi. Donc, ce ne sont pas des manifestants. Ils sont très bien organisés, une organisation qui est parfaitement huilée avec un système de communication par des apps comme Signal par exemple. Ils sont payés. Il y a des organisations, par exemple, il y a le Parti socialiste, ça s'appelle PSL en anglais, qui récupère des fonds via des associations ou alors via des fondations. Et cet argent-là permet de payer des manifestants. J'en avais parlé déjà. Il existe aux États-Unis des gens qui sont payés pour manifester. Voilà, ce sont des manifestants professionnels. J'en ai parlé déjà. Et certains d'entre eux sont même violents. C'est ce qui s'était passé il y a quelques années avec BLM et Antifa. Voilà. Donc, on a aujourd'hui, si vous voulez, des manifestants qui sont de plus en plus violents et déterminés à empêcher la police de faire son travail. Et ça me fait penser à une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, le mot insurrection. Parce qu'on en parle un petit peu aux États-Unis, on n'en parle jamais en France. Insurrection, ça veut dire c'est quoi ? C'est une révolte contre l'autorité civile ou politique, ou contre le gouvernement établi. Ça peut être aussi une opposition ouverte et active à l'application de la loi dans une ville ou un État. On est exactement dans ce cadre-là. Quand on s'oppose ouvertement, activement, c'est-à-dire violemment, à l'application de la loi, on devient un insurrectionniste, je ne sais pas comment on dit en français. Je pense que ça se dit aussi. Donc on est dans une situation d'insurrection. Or, Trump a eu l'occasion plusieurs fois de dire je pourrais invoquer le Insurrection Act, qui est une loi qui permet effectivement au gouvernement, à Trump, de mobiliser l'armée pour réprimer, mais il ne l'a pas fait. Il ne veut pas le faire. Et je vais essayer d'expliquer après pourquoi. Donc, on a effectivement un gouvernement qui hésite. Trump hésite. Alors qu'il avait été ferme au départ, mais là il hésite. Et le mode opératoire de ces manifestants, de ces insurrectionnistes, c'est exactement le même que ce que la CIA a fait dans plusieurs pays, dans le cadre de ce qu'on a appelé les révolutions oranges, notamment en Ukraine et dans d'autres pays du monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se focalise sur un problème, on se focalise sur une situation, on met la pression, on recrute des gens, on manifeste. On prend de plus en plus de dynamique parce qu'il peut y avoir des actes violents qui sont filmés et diffusés sur les réseaux sociaux et aussi repris largement par les médias complaisants, donc les médias mainstream. On a un public qui commence à s'offusquer, qui commence à bouger un petit peu. On a une pression du public pour calmer les choses. Parce qu'évidemment, on voit des morts, c'est ce qui s'est passé. Je vous rappelle qu'il y a eu une femme morte et là, un homme qui est mort. Donc, donc les gens commencent un petit peu à faire pression. Et le gouvernement, nécessairement recule, mais en reculant, il a montré sa faiblesse. Et donc, il est préparé, entre guillemets, pour d'autres manifestations encore plus violentes, pour le faire reculer de plus en plus et donc pour permettre à la rue de gagner en fait. Mais la rue, c'est pas la majorité, c'est quelques activistes financés par des milliardaires.
des milliardaires de gauche ou des gens de l'étranger d'ailleurs, des Chinois, des Canadiens, des Ukrainiens, enfin on a de tout là-dedans. Alors c'est un petit peu comme l'histoire du gamin qui va frapper un chien plusieurs fois, et quand le chien en a marre, il va le mordre, et après le gamin dit ouais, je suis une victime, il m'a mordu, et on va abattre le chien. Voilà. Donc c'est une histoire vieille comme le monde, qui est en fait un mode opératoire utilisé, donc comme je l'ai dit, par des gouvernements étrangers pour faire des coups d'État ou pour renverser des gouvernements légitimes, plus ou moins légitimes, mais disons en tout cas légaux puisqu'ils ont été élus. Ici aux États-Unis, je pense qu'on a un schéma de révolution orange. Les démocrates ne supportent pas d'avoir perdu les élections, et donc ils essayent par tous les moyens, évidemment ce sont les démocrates qui en profitent, à qui profite le crime? Aux démocrates qui veulent absolument empêcher Trump. Et j'en avais parlé déjà avant, l'histoire de l'immigration, c'était un moyen pour les démocrates pendant 4 ans de faire venir 8 à 10 millions de personnes illégalement, en sachant que s'ils perdaient, Trump allait procéder aux expulsions, donc à mettre énormément de moyens et de temps, et à mettre en danger les policiers, et à mettre en danger des gens qui, par stupidité, par naïveté ou alors par pur profit, vont manifester, même quitte à être violents, pour arrêter cette politique. Et ensuite, on aura les conséquences, c'est-à-dire un arrêt de la politique de Trump, et en montrant qu'en fait, oui, c'est un fasciste, il est mauvais, et en plus, il a peur, donc on peut le battre aux élections. Voilà. Donc c'est toujours le même système, ça c'est intéressant d'en parler, et bon, oui, Trump recule, et je pense qu'il va reculer dans d'autres domaines parce que il y a les midterms bientôt, et qu'il a envie de garder sa majorité. C'est un petit peu le problème d'une démocratie vieillissante, on va dire ça comme ça, même si les États-Unis n'ont que 250 ans. On veut fêter les 250 ans de l'indépendance américaine cette année, en 2026. Et donc, oui, je crois que c'est pas un renoncement, parce qu'il va continuer à faire ce qu'il a promis de faire. Mais c'est vrai que la façon beaucoup plus agressive de le faire, c'est-à-dire au lieu de se concentrer sur les malfaiteurs, les gens avec casier judiciaire, on élargit même à des gens normaux, entre guillemets, mais illégaux, ça, c'est le point c'est le point de divergence. Donc c'est là où peut-être je crois que les démocrates sont en train de capturer une tendance radicale qui peut choquer certains Américains et faire la différence entre une majorité républicaine très faible et une majorité démocrate. Voilà, au Congrès. Donc il faut bien comprendre que tout ça se joue. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que les illégaux sont comptés parce qu'il y a un problème aussi électoral, démographique et électoral. Pour donner un nombre de sièges à la Chambre des représentants, il faut compter la population. Donc chaque État a un nombre de sièges en fonction de sa population. Donc les États les plus peuplés ont le plus de sièges, et les États les moins peuplés c'est logique, en ont moins. C'est logique. Mais dans cette population, on compte tout le monde, même les illégaux. Et c'est là le truc, c'est que le Minnesota ne veut pas perdre des sièges. Parce que le Minnesota, quand on sort de Minneapolis, c'est plutôt républicain, c'est plutôt des blancs, plutôt conservateurs. Alors que Minneapolis, par exemple, c'est une grande ville cosmopolite. Je vous ai parlé des Somaliens, mais il n'y a pas que ça. Donc évidemment, ça permet de contrebalancer. Une grande ville aux États-Unis contrebalance largement tout le reste de l'État en matière électorale. Donc par exemple, New York, c'est exactement la même chose. Tout New York est républicain, sauf New York City
et peut-être 2-3 autres grandes villes de New York, comme peut-être Buffalo et Albany, qui est la capitale. Et donc on a un effet électoral qui est toujours en faveur des grandes villes. Voilà. Plus la triche, plus les manipulations dans les bureaux de vote, mais ça c'est autre chose. J'en ai déjà parlé maintes fois, donc je vais pas en reparler. Donc voilà où on en est pour cette insurrection, et je pense qu'il faut pas avoir peur des mots, il faut utiliser les mots tels qu'ils sont. Une insurrection, c'est exactement ce qui se passe au Minnesota. Donc faut arrêter de regarder des vidéos. J'ai entendu des gens qui regardent des vidéos qui disent oui, la police a utilisé la force excessive. Il n'y a pas de force excessive. Quand on est en face de gens qui font énormément de bruit parce qu'ils sifflent, ils crient, tout ça sème la confusion. Et quand il y a des gens qui peuvent être agressifs, quand on est un flic et qu'on s'approche et qu'on a peut-être une attitude menaçante, et que quelqu'un met la main dans la poche, on ne sait pas ce qui va sortir de la poche. Alors, est-ce qu'il faut attendre que les flics soient flingués pour réagir ? Moi, si j'étais flic, j'attendrais pas, je réagis tout de suite. Et je prends pas de risque sur ma vie. Ma vie vaut autant que celle de l'autre. Donc voilà. Donc ça aussi, les Français ne connaissent pas l'usage des armes. Ils en ont plus. Ça fait longtemps. Vous ne connaissez pas le principe d'autodéfense parce que ça a été supprimé et réprimé en France par les juges de gauche, etc. Donc tout ça, vous ne le connaissez pas. Voilà. Ici aux États-Unis, on dit il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Voilà, porté par 6, ça veut dire son cercueil est porté par 6. Donc voilà. Donc c'est évident qu'il vaut mieux. Moi, je préfère avoir ce genre de situation que d'avoir des policiers tués alors que c'était évitable. Dernière chose avant de terminer cette vidéo, le crime a beaucoup baissé aux États-Unis depuis 60 ans. D'ailleurs, on n'a jamais vu un taux aussi bas de criminalité. Et on se demande pourquoi. Pourquoi, à votre avis, le taux de criminalité est le plus bas depuis 60 ans aux États-Unis? Voilà, peut-être il y a un lien avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et on s'en réjouit, bien sûr. C'est évident. Bon. Donc voilà, à bon entendeur, les politiques les plus fermes sont généralement celles qui produisent le meilleur résultat possible. En tout cas dans ce domaine. À bientôt mes amis.